Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Là, c'est une américaine, une texane, je crois. En tout cas, ça a été jugé au Texas, l'affaire. Donc, c'est une nana qui aurait rencontré quelqu'un via Tinder et qui se serait fait escroquer donc 8 millions de dollars, si j'ai bien compris, en crypto. Et c'est de la faute de Binance. Alors, elle a dit, Binance aurait facilité l'escroc pour me voler, en gros. Donc, ça a été jugé. Si Oui, oui, d'accord, parce qu'ils ont que ça à foutre, c'est ça. Ouais, non, mais Binance, le mec a dû lui dire, écoute, je suis en train d'escroquer la nénette, là, du million, est-ce que tu peux me faire un virement rapide? Voilà, Binance a dû lui dire, bah, bien sûr, je pense que t'es pressé, frérot, donc on va le faire vite fait. Bref, je sais pas, moi, ça m'a fait rire, surtout, c'est les commentaires que j'ai pu voir sur Twitter, à la suite de l'article. T'en as certains qui disaient, oui, mais de toute manière, c'est l'avocat qui a dû lui dire, attendez, il y a Binance là-dedans, bah, super, on va les attaquer, il y a peut-être 8 millions à récupérer. C'est un peu le système aussi américain où t'attaques tout et n'importe qui et tout et n'importe quoi. Bon, je sais pas trop. En tous les cas, la pauvre dame s'est fait escroquer de 8 millions par un amoureux transi. Ça fait jamais plaisir. Binance, donc du coup, a eu gain de cause, hein, parce que ça a été jugé et tout. Donc le tribunal, le juge a décidé que Binance n'avait pas influencé le voleur pour qu'il la vole, quoi. Je voulais faire un zoom sur un hardware wallet qui a été piraté. C'est pas Ledger, c'est Trésor, c'est moins connu sur le marché francophone. En fait, ça serait une attaque qui ressemble à une attaque qui a été réalisée il y a plusieurs années sur Trésor. On le sait, les Trésors sont beaucoup moins sécurisés que les Ledger. Ils ont pas un certain mécanisme de sécurité qui existe sur Ledger qui n'existe pas sur Trésor, et ce qui empêche d'ailleurs Ledger de rendre open source complètement tout leur logiciel, alors que Trésor peut faire cela. Mais en gros, ce qui s'est passé, CoinDesk a envoyé un trésor avec un pin à une société de cybersécurité qui s'appelle Unciphered. Unciphered a bien réussi à récupérer le pin et à accéder aux crypto-monnaies qui sont sur le trésor. Donc vraiment, attention si vous avez des trésors. Si quelqu'un a un accès physique à votre trésor et les bons équipements, eh ben, il pourrait être en mesure de récupérer l'ensemble de vos crypto-monnaies. Donc c'est vraiment pas sécurisé. Trésor a dit, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose ça ressemble à une attaque qu'on a déjà vu par le passé. Il suffit de mettre une passphrase et vous allez être sécurisé. Trésor Unciphered semble dire le contraire. Bon, on n'a pas tous les détails, mais clairement, j'utiliserai pas du tout un trésor pour stocker mes cryptos. Ledger, on va dire, c'est discutable. C'est selon votre degré de confiance dans Ledger, mais ça reste quand même sécurisé. Je suis sûr que si quelqu'un accède à un Ledger de manière physique, si le PIN est bien présent, bah, il ne pourra pas avoir accès aux données, alors que Trésor, clairement, ce n'est pas le cas. Troisième news ce matin. Ledger, les gouvernements pourraient accéder aux clés privées. Donc après le gros scandale de Ledger Recover, qui dit que tu payes 10 dollars par mois et ta clé privée, il te la garde pour toi. Bon, ça a suscité beaucoup de polémiques et beaucoup de remuage, beaucoup de bordel dans les réseaux sociaux, parce que les gens se disaient, ah ben ouais, donc en fait, ils peuvent prendre notre clé privée sans problème. Et deuxième chose atroce, c'est qu'en fait, ils ont dit, en fait, ils sont mauvais en communication, Ledger. Et Ledger, ils ont dit, vous savez quoi, si les gouvernements nous disent, donnez-nous la clé privée de telle personne, eh ben, on devra leur donner, tu vois. Tu lis ça, tu fais, ah bah dis donc, non, voilà. Et donc, une nouvelle révélation choc de la part du CEO de la société pourrait mettre à mal l'entreprise de stockage crypto. Le CEO, faut lui mettre du scotch sur la bouche, là, ça va plus, il est dur, hein. Voilà une nouvelle annonce qui ne devrait pas apaiser l'animosité des utilisateurs, mais plutôt susciter davantage de crainte. Pascal Gauthier, CEO de Ledger, a révélé que la nouvelle mise à jour permettrait au gouvernement d'accéder aux clés privées des utilisateurs, ce dans le cas d'une assignation en comparaître. Dans ce cas de figure, les sites phrases des utilisateurs seraient divulgués au pouvoir politique. Voilà, et puis eux, bah, oh, hey Robert, on a gagné les clés privées, là, vas-y, on s'achète un nouveau costume. Bon. Étant donné qu'il existe une multitude de gouvernements présentant des attitudes négatives envers l'industrie crypto, le fait que ces derniers puissent avoir des informations concernant les clés Ledger des utilisateurs pourrait préoccuper les investisseurs crypto. Bah, un petit peu beaucoup, hein. En mode, toi, pendant des années, t'as accumulé avec tout ton sang et ta sueur des cryptos, parce que c'est jamais on a vu, hein, c'est les cryptos, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, hein. On se fait défoncer de toutes parts, que ce soit psychologiquement et compagnie. Bon. Et donc là, hop, gouvernement, tiens, hey, merci pour la clé privée, allez, salut. Et donc, Pascal Gauthier a affirmé, le CEO de Ledger, que cette
cette subtilité liée au gouvernement n'est pas une réelle préoccupation et hautement improbable. Cependant, cette transparence a plutôt semé de nouveaux doutes plutôt que de rassurer les investisseurs crypto. En fait, il nous dit, la seule préoccupation est si un gouvernement nous assigne à comparaître au sujet d'un utilisateur en particulier et nous demande de lui fournir la cifra. Ok. Et donc, la cryptosphère semble avoir sélectionné les informations à retenir. Elle a notamment bien retenu le moment où le CEO de Ledger a qualifié la situation de non préoccupante. C'est pas bien. La dernière prédiction de Balaji, le gouvernement américain saisira à distance la crypto. Alors ça, c'est un autre problème, mais bon. L'ancien directeur technique de Coinbase, Balaji Srinivasan, je prononce mal, excusez-moi, prédit que le gouverneur américain confisquera les clés privées de millions de portefeuilles cryptographiques via des iPhones et des appareils Android, affirmant que les entreprises possèdent un accès à distance aux fragments de clés privées via des portes dérobées, du micro-logiciel et un stockage en nuage. Srinivasan gagne en crédibilité grâce à ses premiers avertissements sur le Covid-19. Certes, il a perdu une partie de cette crédibilité par avoir perdu son pari que le Bitcoin atteindrait $1 million et cette dernière prédiction est encore plus difficile à croire. Une confiscation extra-légale de biens privés pour remettre des fonds volés à un gouvernement fédéral avide d'argent. Le futur Nostradamus appelle ces géants de la technologie un risque systématique pour l'industrie de la cryptographie. Voilà, bon, la prédiction de Balaji survient au milieu du crainte de la récupération du grand livre. Voilà, plein d'histoires en ce moment avec les clés privées. C'est vrai que le problème des clés privées, c'est très important, mais si vous avez votre clé privée, que vous la possédez, que vous la donnez à personne, personne ne peut vous la prendre, même un gouvernement ou quoi que ce soit. Donc vous la gardez. En ce moment, on a le problème avec Ledger qui dit d'un seul coup, moi je vais gérer un peu vos clés privées. On a vu le bordel que ça a mis. Voilà, il y a des gens, ils y comprennent que dalle, ils veulent rentrer dans la crypto, mais on leur dit ouais, il faut une clé privée, si tu la perds, tu perds tout ton argent. Donc les gens, c'est la panique grave, quoi, parce que moi, bon, je suis un peu impliqué dans tout ça, donc maintenant le système, je le comprends bien, mais je peux parfaitement, je vais dire ça à ma mère, tiens, maman, tu vas mettre ton argent là sur un portefeuille. Elle va me dire ah ouais, mon fils, je te fais confiance, vas-y. Comment je le récupère? Bah tu vas le récupérer, tu vois, je vais t'expliquer tout ça, mais attention, hein, t'as des mots là, je te les donne. Tu les mets quelque part, si tu les perds, t'as plus ton argent du tout. Là, ma mère, elle va me dire, mais attends, c'est quoi ton problème? Tandis que moi, si j'ai l'argent à la banque, je perds tous mes codes, j'appelle le banquier, je lui dis, je peux récupérer mon argent, j'ai perdu tous mes codes, ma carte, mon machin, j'ai tout paumé complètement, ma maison a brûlé, j'ai tout perdu. Bah, le banquier lui dit, oui, vous inquiétez pas, dans 2 jours, ça y est, vous avez tous vos codes. Là, on a un problème. Dans notre écosystème, et je suis un défenseur de la DeFi, attention, hein, mes amis, hein, croyez pas que je suis en train de défoncer la crypto-monnaie, non, au contraire, moi je suis un défenseur de la DeFi, je veux la DeFi, je veux que ça avance, j'adore le Bitcoin, j'adore aussi d'autres crypto-monnaies, hein, mais surtout l'Ethereum, Bitcoin, et puis, et je suis un défenseur de ça, mais on a quand même des failles. On a des failles, il faut réussir à régler tout ce genre de trucs. J'ai pas de problème avec le mot centralisé, tout ça. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour ça, pour contrer les banques, pour je sais pas ce qu'ils veulent faire exactement. Moi, si c'est centralisé, je suis content. Si on me demande un KYC, je m'en fous, je le fais. Tu vois, quand j'ai besoin de donner un KYC, une administration ou je sais pas où, bah je le donne. Tu vois, je suis pas un agent secret ou je suis pas. J'ai pas besoin, j'ai rien à cacher. C'est de la crypto, quoi. Je veux dire, faut redescendre aussi. Il y a un moment. Ouais. Si vous voulez pas payer d'impôts ou de taxes ou de trucs, bah je sais pas ce qu'ils cherchent les gens en fait, ou alors ouais, vraiment, je sais pas. C'est une idéologie, hein. Je veux dire, quand tu lis le white paper du Bitcoin, bah, effectivement, c'est avant tout une idéologie par rapport à cette histoire. On crée un compte quelque part dans le monde, un compte en euros ou en USD ou en ce que tu veux, tu vois. Donc un compte normalement, il doit être, tu vois, rallié à une personne. On n'est plus au Moyen Âge, quoi, où tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il faut, c'est nécessaire qu'il y ait un certain ordre et une certaine, tu vois, même si les grands de ce monde ne le respectent pas, il faut quand même qu'il y ait un certain ordre qui règne. Il y a une différence quand même entre la confiance que tu vas mettre dans un protocole, donc que tu vas mettre dans justement la décentralisation de Bitcoin, et la confiance que tu vas avoir dans ton état politique qui dit bah voilà, du jour au lendemain ta monnaie elle vaut plus beaucoup parce qu'on a imprimé à mort ou que ce soit. On est sur un système qui est basé sur la confiance. La monnaie ne repose sur la confiance qu'on a envers nos banques et nos institutions et nos gouvernements, quoi. On n'est plus basé sur l'or, on est basé sur rien. On est basé juste sur ce qu'on veut bien nous dire, sur la confiance. On nous dit tout va bien, quoi. Le système va bien, on nous fixe un prix du dollar et puis ça se négocie comme ça, quoi. L'idée de la crypto et enfin surtout essentiellement de Bitcoin, c'est quand même de se passer de ce tiers de confiance et de faire confiance quand la transaction et quand ne plus se poser de questions. Donc bien sûr, hein.
De là, le besoin d'identité, le besoin de dire, bah voilà, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, j'habite à tel endroit, et puis je suis sur le coup de la loi française, ou quoi que ce soit. Bitcoin, c'est un moyen d'échanger, de protéger son capital, de se protéger de l'inflation, c'est un moyen de commerce, tout ça. Mais ça reste un moyen. C'est marqué dans le nom, tu vois ce que je veux dire. C'est pas lui qui gère le monde, c'est pas le décideur, tu vois, c'est pas le penseur. C'est quand même l'être humain qui reste au contrôle. Bitcoin, on s'en sert pour les raisons qui ont été évoquées. Mais Bitcoin n'a pas d'intelligence, tu vois, il pense pas. C'est pas lui qui va contrôler. Il faut qu'il y ait un ordre humain, si possible, qui contrôle, quoi. Je ferai référence à l'IA et aux futurs robots qui arrivent bientôt, là. Après, il faut un pont correct entre justement cette idéologie de pouvoir transférer ton argent où tu veux, comme tu veux, et d'être maître de cette valeur, et la politique de ton pays et ce qui te laisse faire avec ton argent. Tout ça pour dire que, effectivement, un des éléments de cette dérive, pour moi, relève notamment du système financier. Parce que, c'est le chiffre que je donne tout le temps, c'est que dans les années 60, il y avait 6 millions de comptes bancaires en France, ce qui est très peu. Il y avait 50 millions d'habitants, et ces comptes bancaires, ils sont concentrés notamment chez les riches, qui ont plusieurs comptes, et qui gèrent leurs activités au niveau extra-national, avec du commerce et des affaires. Tout cela a été complètement chamboulé par le numérique, parce que c'est toujours la même chose. Dans le numérique, on peut pas posséder, donc si on veut faire de la finance dans le numérique, on est obligé de bancariser. Donc on est passé de 10%, moins de 10% de bancarisation à 99% aujourd'hui, et une situation dans laquelle, en fait, on est exclu du corps social si on n'a pas de compte en banque. On ne peut pas recevoir son salaire, on peut pas payer ses impôts, on peut pas... Bref, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire si on n'a pas de compte en banque. Et ça, c'était embêtant parce qu'en fait, dans l'opération, il y a une liberté fondamentale qui est partie, qui est la propriété privée, puisque la différence entre du cash chez soi et du cash à la banque, c'est que il y en a un, c'est une dette, et l'autre, c'est un actif. Une propriété. Dans le monde numérique, on n'a pas le choix. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a même une députée européenne qui expliquait que la propriété privée, c'était has-been, et que c'est pour ça qu'on avait inventé les banques pour protéger les gens de la propriété privée. Des risques de la propriété privée. Bon, c'est un droit fondamental, on le rappellera, Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, juste pour préciser que c'est pas un délire de libertarien, la propriété privée, c'est quand même, on base l'état de droit dessus. Donc, si on vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Il y a un peu de ça. En tout cas, à partir du moment où on a substitué ce monde par un autre dans lequel on est obligé de passer par le système bancaire, en fait, on l'a rendu indispensable d'une certaine façon, ce système bancaire, puisqu'il ne peut plus faire défaut, sinon tout saute. Et accessoirement, il est devenu particulièrement pratique pour le monde politique, parce que c'est via lui qu'on applique toutes les réglementations. Et donc en fait, la fin est devenue le moyen est devenu la fin, on sait plus trop ce qu'on défend. Et en fait, globalement, on a substitué le banquier au policier. D'une certaine façon. Au lieu de courir après les méchants, voilà, on cherche à les débusquer avant qu'ils commettent le crime. Exactement. Il y a un vrai changement dans ce que tu dis. Effectivement, il y a un vrai changement de philosophique, c'est que on est dans une forme de sanitarisme. Alors pas au sens hygiène de santé, etc., mais de sanitarisme au sens société saine, où on essaye de prévenir la déviance avant qu'elle n'arrive. Et donc ça, c'est le cas des banques, hein. Ils te profilent, ils te font un scoring. D'ailleurs, légalement, le banquier est obligé de vous donner votre score. Donc, vous pouvez, la prochaine fois que vous voyez votre banquier, vous dites, c'est quoi ma note? Je veux dire, comment ça, votre note? C'est bah oui, le scoring bancaire de mon compte, là, et tout. Et il est obligé de vous le cracher. Il est obligé de vous le dire. Les gars, je vois beaucoup de bullshit sur les airdrops. C'est difficile de trouver le vrai du faux, et je voudrais savoir s'il y a vraiment des personnes qui ont gagné des airdrops de plus de 1000 $, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde est très clean sur le sujet. Ça, c'est par exemple un message qui a été posté sur le Discord. Il faut savoir que j'en ai plein du même style, que ce soit dans les commentaires ou dans mes DM. Et la question est totalement légitime. Finalement, est-ce que les airdrops ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faudrait attendre comme temps avant d'en choper un? Quels sont les efforts, etc. Parce qu'effectivement, si t'investis 10 heures de ton temps et des dizaines de dollars toutes les semaines en frais à chaque fois, et qu'au final t'as rien en retour, et ben c'est frustrant. Alors on va analyser tout ça à travers cette vidéo. Le premier point à comprendre, c'est qu'il y a un délai énorme entre le moment là où tu fais ta première action et le moment là où tu vas recevoir ton premier airdrop. Et je pense qu'une attente réaliste, c'est entre 6 mois et 1 an. Alors évidemment, il y a des exceptions à la règle. Pour certains airdrops, ce sera plus rapide et pour d'autres, ce sera plus lent. Si tu veux un exemple, Arbitrum existe depuis mai 2021 et ils ont seulement lancé leur jeton avec un airdrop en mars dernier. Ça fait quasiment 2 ans entre le lancement de la blockchain Mainnet et le lancement du token. C'est d'ailleurs l'exemple le plus long que j'ai en tête. Et de manière générale, à partir du moment là où tu as interagi avec un projet, eh bien ne t'attends pas à recevoir une reward instantanée
instantanément parce que c'est pas comme ça que ça marche les airdrops. Donc si ça fait pas 6 mois, 1 an que t'as commencé à farmer les airdrops, et ben c'est totalement normal que t'as encore rien reçu. Donc patiente et continue de grinder. Le deuxième point, c'est sur l'incertitude. L'écrasante majorité du temps, il y a zéro garantie que tel projet ou tel projet va faire un airdrop. On peut simplement émettre des suppositions que tel projet ou tel projet risque d'avoir un token. Et ça, on arrive à le savoir soit parce qu'il y a des informations là-dessus dans la documentation ou alors dans du code, ou tout simplement pour certains projets parce que ce sont des L1 et que les L1 ne peuvent pas fonctionner sans leur propre token. Donc si le projet est en testnet et a la vocation de passer en mainnet un jour, et ben forcément il devra lancer son token. On va aller sur Token Sniffer, on va aller ici, on va faire CTRL-V. Là, on va sélectionner l'adresse du contrat et là, il va faire l'analyse pour nous. Sachez que vous pouvez aller, en fait, si vous voulez, sur Etherscan, et quand vous allez sur Etherscan avec le projet Chainlink, vous pouvez aller ici dans l'onglet Contract et en fait, vous avez ici tout le contrat, le smart contract de Chainlink. Donc, vous avez pas mal d'informations, mais derrière, il faut être capable de le lire, en fait, ce code et de trouver potentiellement les problématiques, les risques, etc. Ce que beaucoup d'entre vous, et même moi-même, ne sommes pas capables tout simplement de faire. Donc il faut utiliser des outils qui va le faire pour nous et qui va analyser ces smart contracts pour nous. Donc Token Sniffer est pas mal pour ça et vous voyez, des fois il va trouver des erreurs. Ça veut pas forcément dire que, là par exemple Chainlink, nous c'est un projet qu'on affectionne particulièrement, il est à 70 sur 100, ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais projet. Tout comme si vous trouvez un projet qui est à 100% sur Token Sniffer, ça veut pas forcément dire non plus que c'est un bon projet. Vous voyez, il faut toujours arriver à avoir du recul sur les données qui vont vous être remontées, c'est juste pour vous permettre de gagner du temps et peut-être d'identifier des risques que vous n'auriez pas pu identifier autrement. C'est juste ça. Je me suis amusé à le faire là pour un autre projet qui s'appelle le MXC Token que je ne connais absolument pas. J'ai pris juste un projet au hasard sur CoinMarketCap. J'ai copié le contrat directement ici et puis on me l'a analysé. Et donc quand vous allez en dessous, on va vous dire que là on est à 50 sur 100. On va vous montrer les problématiques qu'il a pu retrouver. Vous voyez, il n'a pas analysé non plus 50 critères différents. Mais néanmoins, ça peut vous permettre d'identifier des risques que vous n'auriez pas pu identifier autrement. Et je suis persuadé que ça pourra vous permettre de gagner un maximum de temps. L'un des moyens de restaurer la confiance dans l'emprunteur occidental serait d'émettre une nouvelle monnaie mondiale numérique ou unité monétaire universelle. Cette nouvelle monnaie, encore inexistante, a déjà été baptisée Unicoin. Elle a été dévoilée lors d'une importante réunion du FMI le 10 avril 2003. Qu'est-ce donc que ce nouveau maléfice ? Car la nouvelle est de taille et beaucoup de gens ignorent encore tout de ce projet qui s'est plus ou moins construit dans l'ombre. Il s'agit du basculement vers une nouvelle unité monétaire composite, une CBDC, une Central Bank Digital Currency, inspirée des DTS, les droits de tirage spéciaux. Ce serait une sorte de super crypto 2.0 de banque centrale, destinée à évincer toutes celles, même embryonnaires par leur taille, qui échappent à leur contrôle. Elle est conçue pour fonctionner en conjonction avec toutes les monnaies nationales existantes. Un coin pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier, pour ceux qui ont la référence. Flanqué d'une licorne, l'Unicoin se prénomme aussi UMU pour Unité monétaire universelle et est symbolisé par le caractère U tréma. Il fonctionne comme une CBDC pour appliquer les réglementations bancaires et protéger l'intégrité financière du système bancaire international. Légalement, c'est une marchandise monétaire pour effectuer des transactions dans n'importe quelle monnaie de règlement ayant cours légal au moment du règlement de transactions internationales de type SWIFT. Elle joue également le rôle de réserve de valeur fiable en s'appuyant sur un protocole de consensus de confiance, Proof of Trust, et aurait vocation à atténuer d'éventuelles dépréciations saisonnières et systémiques des monnaies locales. Cette nouvelle monnaie émane du DCMA pour Digital Currency Monetary Authority, une sorte d'AMF spéciale monnaie numérique. C'est une organisation nouvellement créée, composée d'États souverains, de banques centrales, de banques commerciales et de détail et d'autres institutions financières. La première chose qu'il faut retenir de cette semaine et dans la semaine à venir, c'est bien entendu le plafond de la dette. C'est le centre du monde, on ne parle que de ça. Bien évidemment, il n'y a pas d'autre question que ça. Plafond de la dette, plafond de la dette, plafond de la dette. Vont-ils trouver un accord ? Et on est en train de se rendre compte gentiment que même si on trouve un accord, c'est pas forcément garanti que ça soit une bonne nouvelle. Non, parce que si vous trouvez un accord, c'est parfait, très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez l'état du trésor américain, ils ont plus une thune sur le compte, plus un centime. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? Ils vont devoir aller dans le marché obligataire dès la semaine prochaine et lever des milliards et des milliards. On parle de 700 milliards de dollars qui doivent être levés. Il va falloir arriver sur le marché obligataire et demander 700 milliards à tout le monde. Est-ce que les gens sont prêts à sortir 700 milliards en quelques jours ? Rien n'est moins sûr aujourd'hui, surtout que certains des créanciers obligataires habituels, comme la Chine par exemple, on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment envie de prêter du pognon
aux États-Unis en ce moment. Donc, on se pose pas mal de questions. Et puis surtout, si demain on doit assécher le marché obligataire, est-ce que réellement ça sera positif? Et puis autre question, si aujourd'hui on arrive à trouver un accord entre républicains et démocrates, est-ce que cela ne voudra pas dire que finalement ils ont fait des concessions, ils ont coupé dans les budgets? Et s'ils ont coupé dans les budgets, forcément il y aura moins de dépenses. S'il y a moins de dépenses, il y a des risques de faire ralentir l'économie. Et si l'économie ralentissait un peu trop, récession. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que si on trouve pas d'accord, là on aura un défaut de la dette. Alors si on a un défaut de la dette aux États-Unis, aujourd'hui tous les spécialistes sont sortis pour faire des calculs. Ils ont sorti les spreadsheets Excel, ils s'interrogent par tous les moyens pour savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, quelle sera la réelle solution pour s'en sortir. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse, mais tout le monde est en train d'essayer de faire un petit peu des paris. Alors on se la joue au dé, aux cartes, au craps, je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant, il y a 2-3 chiffres qui circulent. Alors ça veut rien dire parce qu'on sait très bien qu'en termes de prévision boursière, on est absolument nul. Mais si on regarde tout simplement les derniers chiffres qui sont sortis, vous avez un chiffre extraordinaire, c'est celui de la Maison Blanche. La Maison Blanche a annoncé que s'il y avait un défaut de la dette, c'était 45% de baisse sur les marchés financiers. 45%. Je ne sais pas d'où ils sortent le chiffre. Pourquoi pas 52? Pourquoi pas 48? Non, 45%. Ça, c'est la prévision de la Maison Blanche. Alors, la Maison Blanche n'a jamais fait de prévision boursière. Et là, ils commencent à en faire. Je ne sais pas s'il faut trouver ça rigolo ou s'en inquiéter. On avance sur la macro avec aujourd'hui la minute de la fête qui va jouer énormément à partir de 20h. Je pense que s'il y a des petits flous dans ce compte rendu, on risque d'avoir des mouvements qui sont assez forts au niveau de la macro. On va voir de toute façon sur la SP500 qu'on a commencé à bouger en anticipation. Au niveau des chiffres d'hier, on n'a pas eu trop de problématiques. On a les PMI qui ont été un petit peu au-dessus, donc toujours une fois bien supérieur, donc on est plutôt bon. Vente logement neuf, avril aussi plutôt bon, permis de construire un petit peu en dessous, hein. Forcément on a beaucoup moins de construction, mais tant qu'on arrive à liquider le stock actuel, c'est plutôt positif sur le long terme. Donc on va patienter 20h aujourd'hui, et je pense vraiment que ce sera demain avec le PIB T1 qui va tomber, avec derrière les inscriptions de chômage hebdomadaire, les promesses de vente, et forcément vendredi 14h30 avec le PCE Core pour l'inflation. Alors, parlons de l'état dans lequel se trouve la bulle immobilière au pays, parce que oui, il s'agit bien d'une bulle et elle est sans commune mesure. Au Canada, depuis 1975, le prix des maisons s'est multiplié par 5,5 alors que le revenu disponible n'a que doublé. C'est complètement insensé. À titre de comparaison, aux États-Unis, le prix des maisons a un peu plus que doublé, mais le revenu disponible a largement suivi la tendance du prix des maisons. Autrement dit, malgré les baisses de prix, le marché de l'immobilier canadien est toujours dans une bulle où les valorisations sont à des niveaux stratosphériques et sont maintenues à ce niveau artificiellement. D'ailleurs, parlant de prix, ceux-ci ont baissé de 18% depuis le pic et ont récemment connu un léger rebond à l'échelle nationale. À Toronto, la baisse a été de 20% alors qu'elle n'a été que de 11% à Montréal. Est-ce la fin des baisses de prix? Pas nécessairement. Plusieurs indicateurs immobiliers démontrent que le ralentissement du marché se poursuit et que ce rebond ne pourrait être que temporaire. D'abord, le nombre de prêts hypothécaires continue d'être en chute libre et se trouve à un niveau inégalé en 10 ans, ce qui nous indique que les ventes ralentissent. Autrement, il faudra retenir une petite information aussi qui est toujours assez rigolote. Le ministre de l'énergie saoudien a déconseillé aux traders d'être short sur le pétrole. Alors c'est assez sympa, hein, parce que moi j'appelle ça indirectement de la manipulation boursière, mais enfin bon, c'est une manière de percevoir les choses. Donc il a dit grosso modo que dans 2 semaines, il y a le meeting du mois de juin de l'OPEP, et que dans ce cadre-là, il déconseille aux gens de jouer la baisse, ce qui laisse sous-entendre que ce sera pas forcément une nouvelle négative, enfin plutôt positive pour le prix du baril, en tout cas pas forcément pour l'inflation, mais pour le prix du baril. Donc en gros, hier, depuis quelques jours, le pétrole remonte gentiment. Ce matin, on était à 73-77 parce que les gens sont en train de couvrir les shorts et se disent, dans le doute, vaut mieux pas être short. Alors je trouve assez intéressant de voir l'influence que l'autre il peut poser sur le marché. Et puis bon, il a pas ajouté, il aurait pu ajouter en disant aux gens, ceux qui veulent rester short, on peut aussi les inviter à faire une soirée chez l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Istanbul. Mais il n'a pas été jusque-là. Avec le dollar, aïe, le dollar, hein. Il y avait cette belle trend qui a cassé. On est toujours sur un mode de retracement avec ce petit plus haut là. On est quand même allé assez haut. On est au 61,8, donc quasiment, qui pourrait poser un top. Mais je parierais pas forcément trop là-dessus non plus. Ce qui va m'intéresser là-dessus, vous le savez, c'est les grosses clôtures
même par hebdo, c'est même plutôt du mensuel. Mais si effectivement là, on commence à poser un gros double bottom, ce serait vraiment pas bon. Si on vient casser les 105 points, on va le sentir vraiment passer sur Bitcoin, les cryptos et un petit peu tout. Donc voilà. La clôture mensuelle qui est dans 7 jours, c'est quand même pas très bon pour l'instant. On réintègre, on fait un avalement à la hausse. Même si ça reste un range pour l'instant, un petit range, ça reste quand même pas un très très bon signe. Donc il va falloir être patient et on va voir la clôture mensuelle. Pour moi, ce sera le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, il y a quelques altcoins qui sont tout seuls dans leur tendance, pendant que le Bitcoin, lui, stagne et est en train de latéraliser complet dans ce range macro qui est en train de se dessiner. Et on remarquera aussi que le Shop Index commence à être chargé à balle en daily. Donc vous savez, ça impose prudence. On sait aussi, comme on a vu dimanche, qu'on a un max pain à 27 000 $ pour ces 2,5 milliards d'open interest et qu'il y a énormément de put options qui sont en train de protéger leur position ou en train de se protéger face à un breakdown. Donc, ce qu'on peut estimer, ou en tout cas ce qu'il est probable de conclure, c'est que possiblement, au moins jusqu'à vendredi, ce support soit défendu par le fait qu'il y ait énormément de gens, qui sont prêts à le jouer à la baisse et aussi qui sont prêts à ce que le prix flanche à ce niveau-là. Donc, comme vous le savez, on ne va pas revenir encore une fois sur ce qui se passe en dessous. Personnellement, ce qui se voit assez rapidement, c'est que les prochains enjeux sont à 25-200. On sait qu'il y a énormément de gens qui attendent à 25-200. Mais derrière, on peut se dessiner les prochains supports assez facilement avec 24 par exemple, qui représente cet ancien top plus niveau pivot. Vous voyez que ça servait de résistance, support et c'est reparti. Donc c'est un niveau assez important. Et crescendo, on a tous ces autres niveaux. Donc à chaque fois, le jeu est le même. C'est que je cherche les enjeux, les zones qui ont eu le plus d'impact. Donc vous voyez ici, support, 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 réintégration, support, résistance. Donc vous voyez, crescendo, c'est un petit peu tous les niveaux qui nous attendent. Et si par exemple, on s'amusait à regarder les volume profile ou l'order flow, vous allez voir que c'est dans ce genre d'endroit que j'ai dessiné où se trouvent des pics et donc des endroits où le prix est certainement retenu par des ordres qui doivent traîner sur ce genre d'endroit. Donc shop ultra chargé qui est en train de continuer à grinder à la hausse et donc maintenant ce qui va être assez intéressant c'est de comprendre qu'est-ce qui va se passer sur ce prix. Je vous rappelle que quand on a un range et celui-ci il est parfaitement bien dessiné, l'objectif c'est de dessiner l'équilibrium. Donc quand on a un range parfait, on cerne la borne haute, la borne basse et on remarquera que l'équilibrium se situe ici quasi pile poil à 27 000. Quand on a un chiffre rond, on sait qu'un petit peu que c'est dans ces alentours que le prix va graviter, en tout cas pendant un moment. Ça commence à craindre un peu sur le moyen terme, on est en train de péter ce support à la baisse. C'est la deuxième bougie qu'on est en train de faire sous ce support qui maintenant devient résistance. Dans 15h52, deuxième clôture sous ce support et ensuite ça deviendra clairement une résistance. Et le prochain support, regardez ça, il serait ici autour des, en tout cas en 3 jours, autour des 23 500 $, 23 400. Les boules risquent de saigner et ceux sont MST puisque là si on descend environ 13% de chute, ça peut faire très très mal. Le dernier seul pseudo-espoir, c'est sur le RSI, puisqu'on est toujours sur ce support. On s'est toujours fait rejeter à la hausse sur ce support, et une fois plus, on est sur ce support. Et donc là, théoriquement, si on trouve un signe de force, c'est clairement un buy. Donc là, un petit rejet à la hausse, ça peut faire pas mal de pump. Mais si on fait également une clôture ici, sous ce RSI, sous ce support, là, clairement, ça sera tous les red flags possibles. Le marché est complètement comprimé, le marché est complètement amorphe. Donc il faut rester patient, faut ranger ses mains parce que si vous êtes dans le mauvais sens, vous allez vous faire déchirer parce que mine de rien, on est depuis le 12 mai en train de comprimer ici. Ça peut partir extrêmement fort et ça peut faire des dégâts. Donc restez prudent, on attend, on regarde ce qui va se passer. Attendez les confirmations pour entrer, mais en tout cas là dans l'état, le problème c'est que s'il n'y a pas d'acheteurs, les vendeurs vont se remotiver. On voit quand même que les vendeurs ont commencé à reprendre en force. Ici, on aurait voulu voir des acheteurs. Malheureusement, on n'a pas vu d'acheteurs. C'est pas forcément... c'est pas bullish si on ne pète pas cette résistance vers le haut avec des volumes acheteurs plutôt forts. C'est pas bullish parce qu'on a une vraie pression ici à ce niveau-là qui est présente. Et on a des shorters qui ont envie
de pousser Bitcoin plus bas. On va maintenant rajouter un autre indicateur, le PI indicateur. Je vous l'ai déjà présenté, donc là c'est la version en bottom. Et on va voir ce que nous dit cet indicateur. Je vous le rappelle, cet indicateur est constitué de deux droites, une droite blanche, une droite verte. Et lorsque on a un croisement des deux droites, ça indique qu'on a un point bas de marché. Ce point bas de marché, on l'a déjà eu ici en 2015. Vous le voyez, là clairement c'est net. Fin 2014, début 2015, le prix du Bitcoin avait stagné et l'indicateur nous avait dessiné une zone verte. On a eu l'inversement des deux courbes. C'est également le cas ici, début 2019. Le Bitcoin consolidé, on a eu cette fameuse zone verte. Et très récemment, fin d'année dernière, on a à nouveau eu le même scénario. Je vous en avais parlé, on était sur un potentiel point bas sur le Bitcoin qui ensuite évidemment a été confirmé. On avait un Bitcoin qui a bien consolidé, qui est parti chercher le niveau des 15 000 $. On a eu cette zone verte et ensuite on a eu le signal d'achat. Le prix du Bitcoin est reparti en tendance haussière ou en tout cas à court terme. À long terme, ce n'est pas encore le cas. À court terme, on a au moins un rebond, on le voit. Alors une fois qu'on a eu cette zone verte, qu'est-ce qu'on peut constater de plus? Eh bien, vous le voyez, lorsque le Bitcoin repasse au-dessus de la courbe blanche, il a tendance à rebondir systématiquement sur la courbe blanche. C'était en tout cas le cas ici en 2016-2017. On a également eu un scénario quasiment similaire en 2019. Vous le voyez, le prix du Bitcoin a suivi cette courbe blanche, ou plutôt la courbe blanche a suivi le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin était systématiquement au-dessus. Ensuite, on a eu une consolidation, on a eu évidemment la crise sanitaire qui a enfoncé tout ça. Et juste après, le Bitcoin a poursuivi son chemin habituel. Il a à nouveau rebondi plusieurs fois sur la courbe blanche avant, enfin, de la réintégrer et donc d'avoir le signal de vente. Si on zoome maintenant sur ce qu'il se passe en 2023, on a un scénario quasiment similaire. Vous le voyez, le Bitcoin est passé au-dessus de la courbe blanche. Il y a rebondi ici une première fois. Potentiellement, il pourrait ici rebondir une deuxième fois. Ça coïnciderait avec le fameux niveau dont je vous parlais précédemment, la zone des 24-25 000 $. Si le Bitcoin corrige encore un tout petit peu, il rebondirait à proximité de la courbe blanche. Alors évidemment, ça ne se joue pas non plus à quelques pourcentages près. Si le Bitcoin remonte maintenant à 30 000 $, on va évidemment considérer que c'est un rebond. Vous voyez, ça se joue vraiment à quelques petits pixels. Mais quoi qu'il en soit, le Bitcoin, il n'est pas encore actuellement sur un signal de vente. On n'a juste aucun signal. On n'a pas non plus de signal de vente. On aurait vraiment un signal de vente, un fort signal de correction si on enfonce la zone des 24 000 $. Parce que si on enfonce les 24 000 $, ça nous ferait re-rentrer dans ce range-là. Et en plus, on serait vraiment à l'intérieur de cette zone blanche. Et là, ça serait clairement pas bon signe. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une zone décisive entre les 25 et les 30 000 $. En dessous de 25 000, 24 000, c'est baissier. Au-dessus de 30 000, c'est haussier. Entre les deux, on n'a aucun signal, ni haussier, ni baissier. Clairement, le Bitcoin a trouvé la bonne place pour stagner. Mais pour moi, dans une tendance haussière, comme on la connaît depuis l'affaire FTX, pourquoi vous vous posez la question de vendre en fait? Où est le problème? C'est haussier. Les dips sont des occasions d'achat dans un marché haussier. Les dips ne sont pas des occasions de sortie. Pourquoi vous vous posez la question de paniquer quand on est sur des dips, des demand zones, des zones de rechargement, des supports, de ce que vous voulez? On s'approche d'un support là maintenant, là ici. On est sur un support de tendance weekly haussière, hein, le trait vert. L'épaule tête épaule inversée. On s'approche du pullback. Pourquoi c'est à ces moments-là que je ressens dans mon entourage, dans vous qui m'écrivez en perso des fois, ouais, tu crois qu'il faudrait sortir? Est-ce que tu crois que s'il y a une récession, on va aller à 14 000, tout ça? Vous n'avez pas l'impression de tourner toujours en rond? Est-ce qu'à l'affaire FTX, ici, vous étiez bien psychologiquement? Est-ce que c'était facile? Non. Pourtant, aujourd'hui, on est 80% au-dessus. Est-ce qu'à l'affaire USDC, vous avez l'impression que c'était facile? Non. Beaucoup de gens ont paniqué. Pourtant, suite à cette affaire, le marché nous a collé derrière 55% de hausse sur Bitcoin. Est-ce que là, vous vous sentez bien en ce moment? Si c'est non, est-ce que logiquement, votre cerveau, je sais plus, il y a le limbique, il y a le reptilien, il y a quoi comme type de cerveau? Est-ce que vous pourriez faire actionner votre cerveau rationnel stoïcien? Je sais pas si ça existe, mais... Et vous dire que peut-être c'est un copier-coller de ce que vous avez vécu ici et ici. Pourquoi c'est toujours quand on est là, sur un top de tendance ou quand on est là, que les gens veulent me persuader que s'ils veulent acheter, c'est parce que c'est moi qui leur dis qu'il faut pas et que c'est pas bien. Si je vous dis qu'il faut pas acheter ici, c'est pas parce que je le sais.
C'est parce que je constate qu'on est potentiellement sur un top de tendance et qu'on est dans une supply zone, et c'est tout. Donc je vous dis, tu fais ce que tu veux, ça peut passer, mais bien sûr que ça peut passer. Ça a déjà existé des supply zones qui pètent, des tops de... Ok, et moi je dis, moi je le fais pas. Comment convaincre une organisation ou un combattant d'adhérer au projet MetaFight? Alors déjà, la première chose, c'est le bouche à oreille. Quand ils voient qu'il y a une vraie... c'est un projet long terme qui va vraiment les aider à, en fait, augmenter leurs revenus, qu'ils voient qui est déjà avec nous. On leur présente vraiment que c'est des cartes de collection, simplement comme elles sont plus physiques, on a besoin d'un NFT pour tracer l'ownership comme elles sont digitales, mais que la nouvelle génération donne autant d'importance au digital qu'au physique, donc ils comprennent qu'il y a un vrai public. En plus, ils ont une communauté qui les suit, et du coup, ça permet aussi d'organiser quelque chose, et même pour la communauté, ça permet de participer à la carrière de leurs fighters, et leurs fighters de profiter aussi de la communauté qu'ils ont créée. Comment on arrive à signer les plus gros alors qu'on n'avait pas énormément de fonds? C'est qu'on leur explique aussi comment on vend nous au hasard. Et du coup, les vrais champions qui ont un nom sont OK pour donner leur nom, parce qu'ils savent que ça va bénéficier au reste, et à tous les prospects. Et du coup, ça va aider l'écosystème, les GM, les managers, etc. Donc, les managers sont contents parce qu'ils touchent quelque chose, ils amènent du business à leurs combattants, mais en même temps, il n'y a pas de spéculation, c'est pas du fan token. Le fait que je sois ancienne avocate, ça les rassure aussi. Donc ça, c'est un truc complètement dingue, c'est que vous savez, dans les NFT, il y a Ethereum et le reste du monde. Solana, mine de rien, avec des parts de marché assez honorables. Et bien, avec toutes les conneries des ordinales, Bitcoin surpasse Solana pour devenir le second marché des NFT. C'est assez dingue. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, au final, les ordinales. J'ai pas d'avis tranché. C'est l'évolution, c'est comme ça. Et c'est assez dingue que Bitcoin devienne une place de marché NFT au final. Au niveau intelligence artificielle, sachez que Amourant, qui est donc une streameuse hot tub très connue, en fait, elle a paramétré une AI, en gros, et en fait, c'est l'AI qui date les gens. Donc en fait, elle est trop forte au niveau business, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, elle a discuté avec une AI pour un petit peu la modeler un petit peu à son image et tout. Et après, donc les gens payent pour avoir des rendez-vous amoureux avec cette intelligence artificielle. Alors pour moi, ça va beaucoup trop loin, mais c'est vrai que pour les gens qui sont un petit peu entre guillemets sans scrupules et qui peuvent aussi un peu exploiter aussi, j'allais dire, la misère sexuelle. Là, je pars dans des délires. Et en gros, voilà, moi je suis pas trop pour, mais vu que c'est quand même une femme qui est très connue, j'en parle aussi un petit peu quand même. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.